Merci beaucoup de cette présentation et puis j'en profite pour remercier tous les collègues du comité d'organisation qui ont aidé à ce que ce séminaire ait lieu et notamment cette séance sur le Covid où on va pouvoir avoir des points de vue très différents. Donc, je vais vous présenter l'étude Covid-EHPAD qui porte sur les questions relatives au confinement, aux fins de vie et à la mort dans les EHPAD pendant l'épidémie de Covid-19 en France et plus précisément en fait pendant la première vague. Donc, du printemps dernier. Donc, c'est une étude que je coordonne qui a été confiée à la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et que je coordonne. Je parle donc au nom du collectif de chercheurs qui sont sur cette étude, qui travaillent sur cette étude. Alors, avant de rentrer dans le détail, quelques éléments de contexte pour vous expliquer un petit peu aussi comment cette étude a été montée, comment elle a vu le jour et comment on s'est organisé pour mener cette étude. Donc, ça a commencé dès fin mars 2020 sur la suggestion en fait, du ministère de la Recherche qui nous a invités, qui a invité la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie à initier et à coordonner une recherche nationale sur la question de la fin de vie dans les EHPAD en lien avec la Covid. Et donc, il a fallu très rapidement, il a fallu être très réactif et se lancer très rapidement dans la conception du projet, dans le lancement du projet en urgence. L'idée étant aussi surtout de recueillir des données à chaud, donc vraiment pendant la temporalité de l'épidémie. Donc, on a très rapidement également sollicité des chercheurs pour pouvoir commencer cette étude. Et je souligne là l'investissement très rapide en fait des chercheurs qu'on a pu contacter, des chercheurs en sciences humaines et sociales, alors même qu'en fait on commençait l'étude sans financement. Et qu'on était tous aussi professionnellement et personnellement en situation de confinement strict, donc aussi avec des conditions de travail dégradées ou en télétravail à distance. Donc ça ne rendait pas l'organisation facile, mais néanmoins, le collectif s'est monté très rapidement. On a obtenu le soutien du comité CARE, du gouvernement, et ce qui a permis aussi d'obtenir ensuite des financements en juin du CNRS, de la CNSA et du ministère de la Recherche. Et c'est une étude qui est prévue sur 12 mois. Donc, vous voyez qu'en fait, entre mars et juin, on a quand même travaillé à ça et mobilisé tout un ensemble de collectifs de chercheurs sans avoir les financements, ce qui était un défi particulièrement intéressant. Voilà, donc c'est la plateforme qui coordonne cette recherche. Donc la plateforme est portée par l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Le promoteur, c'est le CHU de Besançon. Donc autour de ce projet-là, on a donc constitué pour cette étude une équipe, un groupe de recherche, un collectif de chercheurs en sciences humaines et sociales, une vingtaine, c'est un petit peu fluctuant, mais voilà, une vingtaine de chercheurs dans 6 régions métropolitaines, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, également avec un comité scientifique interdisciplinaire de 13 membres. Ce sont principalement pour les chercheurs qui sont sur le terrain et qui ont recueilli les données sur le terrain, des chercheurs donc en sciences humaines et sociales, des anthropologues, sociologues et quelques psychologues et philosophes. Voilà, et on a travaillé et on travaille encore, bientôt 1 an après, encore à distance. Je vous ai mis là une photo de la seule et unique réunion qu'on a eue en présentiel en septembre dernier. Et ensuite, ça n'a toujours pas été possible. Alors, les objectifs de l'étude sont de vraiment recueillir à chaud le vécu et les expériences des acteurs de terrain, des résidents et des proches quand cela a été possible. Par rapport à leur vécu et leur expérience de la fin de vie, de la mort, des décès, leur vécu aussi de cette crise de manière générale. L'idée, c'était, comme je vous l'ai dit, d'avoir des données à chaud dans les régions qui étaient le plus touchées par l'épidémie en avril 2021, donc c'est plus tout à fait la même carte aujourd'hui. Et on avait choisi d'inclure également la Bretagne, qui à l'époque était une région qui était moins touchée, aussi un contrepoint. Puis évidemment, en essayant d'être le plus fidèle possible aux réalités de terrain pour pouvoir en rendre compte. Les finalités de l'étude étant de décrire et de comprendre ces situations de manière scientifique, fidèle à ce que les personnes vivent, à l'écart du filtre médiatique, et de rendre visible leur stratégie d'adaptation face à cette crise. C'est également important de mener ces travaux de recherche pour garder une trace de l'expérience vécue des personnes, pour faire mémoire finalement de ce qui leur est arrivé, de ce qui nous est arrivé dans les EHPAD, et puis de mobiliser les résultats obtenus pour proposer des recommandations ou des dispositifs d'amélioration de l'accompagnement de la fin de vie en situation de crise sanitaire. Et enfin, évidemment, ce type de recherche permet de
à la connaissance de la fin de vie, de son accompagnement et des processus de deuil dans ces temporalités extraordinaires et en période de crise. Alors, en termes de méthodologie, donc les chercheurs ont réalisé des entretiens individuels par téléphone et par visioconférence, parce qu'on était voilà, tout était confiné, et les chercheurs et les EHPAD. Et ensuite, ça a été possible à partir du déconfinement, à partir de la mi-mai 2020, d'aller parfois, ça n'a pas été possible partout, mais parfois ça a été possible de pouvoir se rendre dans les EHPAD pour réaliser les entretiens et aussi des périodes d'observation. Alors, je vous ai mis en exemple une photo de deux de nos chercheuses qui étaient sur le terrain dans un EHPAD avec des surblouses que l'EHPAD leur avait fournies, qui ont l'air d'être fait maison. Voilà, donc c'est un exemple. Un autre exemple, pour vous donner une idée, c'est un exemple de parloir dans les EHPAD. Donc, vous voyez ce grand panneau en bois blanc avec une fenêtre au milieu et de chaque côté, donc, 2 chaises, 2 fauteuils pour les visites des familles. Et c'est aussi comme ça que se sont déroulés les entretiens sur site quand ça a pu être possible. Donc, les entretiens ont été réalisés par des professionnels de la recherche en sciences humaines, notamment en garantissant la confidentialité et le strict anonymat des données, et y compris au sein de notre collectif de recherche. On a mis en place techniquement sur nos plateformes de partage des données des accès à certains dossiers auxquels tout le collectif n'avait pas accès pour pouvoir garantir aussi l'anonymat au sein du groupe de recherche. Les EHPAD ont été contactés par différents biais. Ça pouvait être par les équipes mobiles de soins palliatifs et de gériatrie, par des groupements d'EHPAD, par des collectifs de directeurs d'EHPAD, et aussi à partir des réseaux professionnels des chercheurs, mais aussi de nos contacts personnels. Donc, si on avait dans notre entourage personnel des soignants ou des personnes endeuillées ou des proches qui avaient des proches qui étaient en EHPAD, on est aussi passé par nos réseaux personnels. Alors, à ce jour, il a été réalisé 264 entretiens dans 51 EHPAD différents, donc 163 acteurs de terrain, 46 familles, 43 résidents, et puis aussi 12 entretiens qui ont été réalisés spécifiquement sur la question du deuil, donc avec des proches endeuillés, avec un premier entretien réalisé à peu de temps après le décès de leurs proches et un second entretien qui a été fait 6 mois après. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des catégories de personnes qui ont été incluses, mais c'est pour vous montrer qu'on est allé, concernant les acteurs de terrain, concernant les professionnels ou les personnes qui interviennent en EHPAD, ont été inclus vraiment une grande diversité de professions. On ne s'est pas cantonné aux professions les plus représentées, par exemple ici, les infirmiers, aides-soignants, médecins coordinateurs, infirmiers coordinateurs, cadres de service, cadres de santé et psychologues, mais aussi on avait des agents d'accueil, un ergothérapeute, un bénévole. Voilà, il y a eu vraiment une grande diversité. On a pris très très large pour avoir cette diversité-là. Alors, concernant l'analyse des données, comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, c'est un collectif qui fonctionne à distance. On a un corpus maintenant de 264 entretiens. On va peut-être en avoir un petit peu plus parce qu'il y a encore des entretiens autour du deuil qui doivent se faire. Mais pour vous donner une idée, si un entretien fait 20 pages de retranscription, ça peut représenter entre 5000 et 7000 pages de texte. Donc, c'est un corpus qui est très, très conséquent. Il faut préparer ce corpus à pouvoir être analysé. Il faut qu'il soit propre, entre guillemets, qu'il soit exploitable. Il faut le coder ensuite pour pouvoir procéder à une analyse thématique et puis conceptuelle. Et on prévoit donc des résultats pour juin 2021. Alors, l'analyse, elle se fait un peu de 2 façons. Elle se fait à la fois par monographie en fait, des EHPAD, c'est-à-dire que l'unité d'analyse va être l'EHPAD, de regarder vraiment dans chaque EHPAD comment l'établissement s'est organisé, quelles ont été leurs stratégies d'adaptation, et aussi des frises temporelles qui montrent justement les différents événements dans chaque établissement et comment l'ensemble des personnes de l'EHPAD se sont adaptées. Et puis aussi, sinon, une analyse assez classique par thématique, que ce soit le confinement, la fin de vie, le deuil, l'organisation du travail, la question de la contamination, des directives sanitaires. Il y a vraiment un grand nombre de thématiques qui ont été abordées lors des entretiens. Et puis, on s'aide du logiciel Basics qui est développé par la Maison des sciences de l'homme de Caen pour l'organisation et le partage de ce corpus. À l'heure où je vous parle, on en est à le début du codage du corpus. Donc, l'analyse n'a pas encore commencé à proprement parler, même si on a déjà des premières pistes
les premières orientations qui peuvent se dégager, mais d'un point de vue strictement de la méthodologie scientifique de ce travail, on en est au codage thématique. Alors, des premières pistes d'analyse, je ne vais pas pouvoir vous en livrer beaucoup, d'une part parce que moi, je coordonne la recherche, donc je n'ai pas été sur le terrain pour réaliser les entretiens. Donc, je ne voudrais pas parler à la place des chercheurs et dire des choses qui n'auraient pas validé. Néanmoins, je peux vous donner quelques premières pistes, notamment concernant la fin de vie et la mort. Sur cette thématique-là, déjà, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a une grande pluralité des situations qu'on ne peut pas avoir un EHPAD type ou un profil type d'EHPAD et une façon type de réaction, de stratégie d'adaptation. C'est vraiment une grande pluralité des situations. Les personnes ont vraiment été confrontées à un effet de sidération face à la quantité, à la rapidité, à la soudaineté des fins de vie et des décès. Parfois aussi de la culpabilité de ne pas avoir pu offrir un accompagnement de fin de vie tel qu'ils auraient voulu le faire, le sentiment parfois aussi d'avoir mal fait son travail, ou aussi une forme de culpabilité liée au fait d'avoir peut-être transmis aussi le virus, et la peur du côté des résidents notamment d'une mauvaise mort, et aussi la peur de la contamination. Les modalités de l'accompagnement de la fin de vie ont été complètement bouleversées. Les relations et tout ce qui permet l'accompagnement en fin de vie a été empêché ou en tout cas entravé, malgré tous les arrangements que les soignants ont pu essayer de mettre en place. L'information sur les décès également était compliquée, à la fois parce qu'il y avait à cette époque aussi un flou sur les causes de décès, si c'était lié ou non au Covid, et puis sur comment l'annoncer aux familles alors que les visites étaient empêchées, comment l'annoncer aux résidents. Certains EHPAD l'ont annoncé aux résidents, d'autres ont attendu le moment du déconfinement pour annoncer les décès. Et puis des tensions entre les consignes sanitaires et l'éthique professionnelle des soignants, qui étaient autour de la fin de vie et des décès, qui ont pu parfois être source de grands questionnements sur aussi la vocation professionnelle et sur la façon de faire son travail, et qu'est-ce qu'on peut accepter ou non de ces consignes sanitaires qui empêchent la relation habituelle. Et enfin et surtout des deuils et des rituels empêchés, c'est-à-dire que la difficulté des visites, enfin l'interdiction ou les difficultés des visites pour les résidents, et les rites funéraires qui étaient complètement bouleversés, avec aussi des rôles professionnels qui se sont transformés entre les professionnels des EHPAD et par exemple les opérateurs funèbres, où il y a eu parfois ils ont dû parfois faire ce que normalement faisaient les pompes funèbres. Voilà, et on pourrait parler effectivement, comme le disait Nancy Kentish Barnes, d'une transgression anthropologique dans le fait de ne pas pouvoir accompagner ces morts. Et c'est vraiment quelque chose qui a caractérisé cette crise de manière très, très importante. Voilà. En guise de conclusion, parce que je pense que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je crois que ça doit être bon. Simplement une petite parenthèse aussi, un petit questionnement sur comment faire de la recherche en urgence. Alors certes, parce que voilà, il était vraiment question d'avoir des données à chaud, de pouvoir produire des informations et des données qui permettent de comprendre la crise. La première chose, c'est qu'on a pu constater une grande mobilisation, une implication des sciences humaines et sociales dans cette recherche et dans cette compréhension de la crise du Covid. Alors certes, on a besoin d'avoir des résultats rapides pour pouvoir donner des clés de compréhension, mais néanmoins, pour bien comprendre un phénomène, eh bien, une analyse rapide n'est ni souhaitable ni possible. Donc cela prend du temps. On essaiera, autant que faire se peut, de pouvoir quand même avoir des éléments de résultats dans une temporalité qui correspond aussi à celle de cette crise sanitaire, mais l'analyse des données prend beaucoup de temps. Voilà, donc je remercie tous les résidents, les proches et les professionnels qui ont participé à ces entretiens, et tous les chercheurs de l'étude et les membres du conseil scientifique de l'étude qui, vraiment pour leur travail et pour leur persévérance tout au long de cette recherche qui est vraiment passionnante, tant méthodologiquement que sur le fond des questions qu'elle soulève. Merci Elodie, c'était parfait en termes de respect du temps. Ah ben voilà, c'est même pas fait exprès. Donc, on a 10 minutes pour des questions. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais me lancer et puis ça fera venir peut-être des questions dans le chat. Est-ce que, Elodie, vous avez déjà
pu déceler des différences selon les régions et notamment selon les régions où les vagues de contamination ont été avec des timings différents et voilà, enfin, est-ce que vous avez déjà des conclusions sur ces différences régionales dans les pistes d'analyse que tu as citées? Nous avons une question dans le chat aussi qui demande dans quelle mesure vous allez avoir une analyse linguistique en fait des entretiens que vous avez menés. Voilà, je te laisse répondre et puis je regarde les autres questions. Oui. Alors, est-ce que tu peux cesser de partager ton écran? Je peux cesser. C'était juste que peut-être je vais avoir besoin d'une diapo. Non, allez, j'aurais pas besoin de ma diapo. Voilà, j'ai cessé. Alors, sur les différences régionales, je ne veux pas m'avancer parce que je ne maîtrise pas suffisamment bien pour l'instant les résultats par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, on va regarder en revanche. Effectivement, on regardera si… parce qu'effectivement, ce que je vous dis au début, c'est qu'on avait voulu inclure la Bretagne, qui a un petit peu l'idée d'avoir ce contrepoint, d'avoir une région qui était moins touchée. Alors finalement, je crois que les EHPAD qui ont été inclus là-bas ont quand même été touchés. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va apparaître de ce côté-là. Donc on regardera. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Sur la question des analyses linguistiques, oui, alors effectivement, avec le corpus qu'on a, on peut vraiment mener des analyses très différentes en termes de méthodologie thématique ou, voilà, par exemple, sémantique ou linguistique, et aussi en termes de corpus, on peut aller regarder que ce qui se passe chez les résidents ou chez les professionnels, par exemple. Donc, on pourra tout à fait faire ça. Il y aura tout un ensemble d'analyses secondaires qui peuvent être faites. Et ça peut être très intéressant de mener, si j'ai bien compris la question, hein, en termes de linguistique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment des analyses lexicales et sémantiques. C'est des choses qu'on a pu faire sur d'autres recherches. Donc, tout à fait, ça peut être intéressant de le faire en soi ou de façon complémentaire à nos analyses principales. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais je te laisse. Oui, je vais essayer de les traiter pour te laisser le loisir de répondre. Il y a une question sur le taux de refus auquel vous avez fait face compte tenu justement de la situation d'urgence, de la fatigue et de l'excès de travail. Et puis une autre que je te livre aussi, de savoir comment vous allez pouvoir analyser ou si vous avez des pistes sur l'effet en fait des relations avec la famille. Et une espèce d'arbitrage qu'ont dû avoir les EHPAD entre l'isolement et le principe de précaution. Oui. Alors, je vais pouvoir répondre mieux sur la première que la deuxième. Effectivement, sur le taux de refus, alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est une question qui nous a quand même beaucoup taraudé au moment du montage de l'étude et du lancement de l'étude. Parce que cette crise a été soudaine pour tout le monde et assez, en quelque sorte, traumatisante. Et du coup, on s'est demandé si ça n'allait pas constituer une forme de violence qu'on aille, nous, en tant que chercheurs, aller solliciter des soignants qui étaient déjà en situation de peut-être pas encore de burn-out, mais en tout cas de surmenage avec voilà, un accroissement du travail et beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. Et on s'est dit, voilà, est-ce que c'est approprié, même d'un point de vue de l'éthique de la recherche, que d'aller solliciter des soignants à ce moment-là. Donc, ça nous a quand même pas mal posé question. On aurait pu s'attendre à ça. On aurait pu aussi s'attendre à ce que les EHPAD nous ferment la porte en nous disant, mais finalement, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que les EHPAD sont en crise. Ça fait longtemps qu'on manque de moyens. Ça fait longtemps qu'on alerte sur le fait que les conditions de travail et de vie sont compliquées dans les EHPAD. Et d'un coup, maintenant, vous vous intéressez à nous à l'occasion de cette crise. Donc, voilà, on pouvait s'attendre à ça. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. On a eu un taux de refus qui est tout à fait classique ou comparable à d'autres études sur le sujet. Ceux qui ont refusé, la plupart du temps, simplement, évidemment, voilà, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Mais sinon, il y avait au contraire plutôt une volonté de témoigner, de raconter ce qui se passe, de raconter ce qu'ils vivent. On a même eu des établissements ou des personnes qui nous ont contactés spontanément pour savoir s'ils pouvaient participer à l'étude. Donc voilà, pour répondre très concrètement, le taux de refus n'a pas été plus élevé que d'habitude. Alors, concernant la relation avec les familles, effectivement, ça fait partie d'une analyse spécifique. Les chercheurs travaillent effectivement là-dessus. Il y a eu beaucoup d'arrangements entre
quand il y a eu une interdiction des visites dans les EHPAD, il y a quand même eu des arrangements faits, notamment pour les situations de fin de vie, avec toute cette tension pour savoir comment respecter l'équilibre entre faire quand même respecter ces consignes sanitaires et en même temps permettre aux familles, quand c'était possible, de venir accompagner des personnes en fin de vie, avec voilà, le port de masque, le port de blouse, le port de gants. Enfin, ça a été assez compliqué et il y a eu une grande diversité de réactions des EHPAD. Il y en a qui ont voulu peut-être plus respecter à la lettre toutes les consignes sanitaires, d'autres qui ont fait plus d'arrangements et qui ont pris plus de liberté par rapport au protocole sanitaire. Voilà, je peux vous apporter qu'une réponse assez généraliste et vague pour l'instant. Deux autres questions. Donc, une qui demande si justement le fait que les personnels et les résidents puissent parler avec des extérieurs à l'EHPAD, les chercheurs, est-ce que vous pensez que les résultats peuvent être impactés, ou du moins les discours peuvent être impactés par ces relations un peu dans une période un peu spécifique d'isolement? Voilà, comment ce point de méthodologique pourrait être abordé? Et si tu veux, je te livre une autre question qui est de savoir si vous avez pu avoir des informations sur l'accompagnement du deuil des résidents qui auraient perdu des proches, si je comprends bien, des co-résidents, on va dire, et donc comment cet accompagnement s'est effectué? Oui, alors je crois qu'effectivement, on a eu le cas de résidents qui avaient perdu peut-être même leur conjoint, qui était aussi dans le même EHPAD. Donc ça, c'est une situation qui existe. Je relis la question, elle vous donnait sur l'accompagnement du deuil des personnes. Ah oui, d'accord. Ou alors des résidents qui auraient perdu des proches de leur entourage qui sont hors EHPAD. Effectivement, je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des résidents par rapport à ce qui se passait pour leurs proches à l'extérieur, entre guillemets. Par contre, je ne sais pas si cette situation particulière d'un résident endeuillé a été inclus dans l'étude. C'est possible dans les entretiens résidents qui ont été faits. Je n'ai pas la... Il faudrait que je demande ça aux chercheurs, c'est une excellente question. Ah oui, pardon, c'était hors EHPAD, mais moi Oui, je me posais la question sur les co-résidents aussi. Du coup, voilà, il y j'ai a fait aussi les un co-résidents, exactement. lapsus de lecture. Et la deuxième question, est-ce que pendant le confinement, le fait d'échanger avec des personnes, y compris des chercheurs, pour des personnes privées de la recherche, ne pourrait pas biaiser les résultats? Alors, je ne sais pas en quoi ça pourrait biaiser les résultats. Enfin, je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre le sens de la question. De toute façon, il y a toujours, quelle que soit l'étude, finalement, le fait que le positionnement du chercheur, qui est toujours quelqu'un d'extérieur, qu'on voit à un instant T et qu'on ne reverra plus. Et donc, la question sur les relations entre les enquêteurs et les enquêtés. Ah, pardon, je crois que ça a coupé parce que j'étais en train de... Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, pardon, ok. Oui, j'étais en train de répondre à justement cette question-là. Voilà, il y a toujours le positionnement du chercheur et le rôle du chercheur est toujours un petit peu particulier parce qu'on rencontre les gens à un instant T, donc on sait qu'on ne les suivra pas. Donc ça peut permettre aux personnes de dire plus que ce qu'ils auraient dit, par exemple, au personnel soignant. Et le fait d'être confiné, je ne sais pas, c'est une bonne question effectivement de voir si le fait qu'on était tous confinés, le fait que la recherche, qu'à l'occasion de cette recherche, ça permette un échange, est-ce que ça biaise les résultats? Il faudra effectivement peut-être garder un œil là-dessus pour voir si ça a eu un effet et lequel. On le découvrira peut-être. Peut-être une toute dernière question-réponse relativement briève. Oui, c'est la question sur la nature de l'impact des différences culturelles, donc sur le deuil et donc les rituels de deuil, si je comprends bien. Alors, pareil, excellente question. On regardera s'il y a eu, si le cas de figure s'est présenté, s'il y a eu effectivement des personnes de cultures différentes et voir comment ça a pu impacter sur leur façon de vivre le deuil et les rituels. Et si c'est le cas, bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on regardera. Et je vois la dernière question sur les résultats de l'étude. Donc oui, les résultats de l'étude seront
j'espère terminer d'ici juin, en tout cas pour ce qui concerne la fin de vie et la mort, en tout cas sur cette thématique-là, d'ici juin 2021, et il y aura des restitutions de ces résultats auprès des participants, et puis ce sera mis effectivement aussi, enfin ce sera diffusé.